Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Quand on parle du domaine agricole, on parle très rarement des producteurs de lait. Qui sont-ils? Il est souvent question aussi de quotas de lait. Alors, pour en savoir plus, je reçois le président des producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Gabriel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Rancourt. C'est très gentil à vous. Parce que c'est vrai que moi, je fais des émissions ici régulièrement avec M. Vachon, Sylvain Vachon, que vous connaissez sûrement très bien également dans le domaine agricole. J'en fais souvent, on parle de producteurs bovins, mais de producteurs de lait, on en parle moins souvent un peu, puis mon Dieu que c'est important. Moi, là, à brûle pour point comme ça, si je vous demandais c'est quoi la différence qu'il y a entre une ferme laitière et une ferme bovine? OK. C'est assez simple. Là. Oui, c'est simple, oui, mais pour le commun des mortels comme moi, là, disons que je sais que bovin, bien là, on parle de bœuf, si on peut s'exprimer ainsi, mais c'est quoi, là, en fin de compte, la différence? C'est à cause qu'une ferme bovine, elle fait principalement, le but d'une ferme bovine, c'est d'avoir des bêtes qui sont vouées à la production de bœuf. OK. Ça veut dire que là, les vaches, quand ils ont le petit veau, ben, le petit veau reste avec la mère, puis il engraisse jusqu'à l'automne. Puis à l'automne, ben là, il va à l'engraissement. OK. Parce qu'une ferme à lait, ben nous autres, c'est pas ça du tout. Nous autres, les petits veaux, ils viennent au monde. Toutes les petites jeunesses, on les garde pour la plupart des petites jeunesses, on les garde pour faire des vaches plus tard. OK. Les petits veaux, eux autres, ils allent à l'engraissement sur des fermes qui sont spécialisées pour faire du bœuf, finalement, Okay. mais c'est pas nous autres qui les engraissent la plupart du temps. Mais nous autres, notre spécialité, c'est de faire du lait. Ça veut dire que les vaches, aussitôt que le lait, qu'on a alimenté le petit veau comme il faut, puis il est réchappé, là, le lait, il va pour l'alimentation humaine. OK. Fait que c'est donc dit, mais une ferme laitière, en temps, je ne peux pas dire en temps d'ouvrage, mais c'est quand même beaucoup plus d'ouvrage qu'une ferme bovine. Parce que là, il y a le lait là, qui vient en surplus. Oui, mais c'est à cause que moi, je dirais pas ça. C'est deux ouvrages différents. Okay. Puis c'est pas ça, c'est que, mettons, une ferme laitière ici en région, là, on a des fermes environ de 40, 50 vaches. Là, c'est une bonne ferme. C'est une bonne ferme. Il y en a ils peuvent avoir 100 vaches, mais c'est rare. C'est plutôt, la majorité, ils ont aux alentours d'une 50, 60 vaches des fois. 60. Oui. Tandis, pour vivre de ça, ça prend, puis même, il y a beaucoup d'entreprises qui ont 25, 30 vaches, puis ils vivent bien. Tandis que dans le bœuf, ben, les entreprises, ils ont beaucoup plus d'animaux. Ça veut dire que si vous gardez, mettons, 2, 3, 400 têtes à bœuf, ben, ça prend beaucoup de nourriture. Donc, ça fait plus d'ouvrage. C'est sûr que, je n'irais pas dire que garder 50 vaches à lait, c'est beaucoup plus de travail que de garder 200, 300 vaches à bœuf. Ah, OK. On dit que depuis plusieurs années, le nombre de producteurs de lait est en déclin chez nous, mais que la production laitière ne cesse d'augmenter. Comment expliquez-vous ça? Bien, tout simplement parce que c'est le nombre d'animaux qui est gardé sur chacune des entreprises. OK. Les entreprises ils ont tendance à se consolider, fait qu'ils gardent plus d'animaux. Puis aussi, on essaye tout le temps d'être plus productif, fait que nos animaux, on les alimente mieux. On apprend tous les jours, puis on garde des animaux par la génétique qui s'améliore aussi. Okay. Ça veut dire que les vaches, moi je me souviens quand j'étais petit gars, lorsqu'une vache donnait, à l'époque on parlait dans le livre de lait par année, lorsqu'une vache donnait, mettons, 7-8 000 livres de lait par année, c'était quand même bien. 10 000 livres, c'était gros. Okay. Maintenant, on parle de 20 000 livres, 25 000 livres de lait par vache. Il y a même des vaches à 30 000 livres de lait par vache par année. Pourquoi cette différence-là? Ah, c'est surtout lié à l'alimentation. Ah, OK. Surtout à ça, puis à la génétique. Puis aussi, parce que si on recule dans le temps, on ne gardait pas les animaux à l'année pour faire du lait. On arrêtait de produire l'automne. On suivait le cycle naturel des animaux. Puis maintenant, on ne peut pas se permettre d'être 3, 4, 5 mois sans revenu. Fait qu'on a échelonné nos vélages pour avoir des vélages à l'année. Donc, les animaux, quand ils ont le bébé, là, le petit veau, ben ils sont tout le temps au moins 10, 11 mois. Tandis que quand j'étais jeune, moi, ben là, l'animal, il vêlait, mettons, la vache, elle vêlait, mettons, au mois d'avril. Puis au mois d'octobre, là, même s'il donnait encore un peu de lait, là, on arrêtait de les traire. Ah oui, mon Dieu Seigneur, c'est quand même,
c'est la nature. C'est ça. Tout simplement. Monsieur Rancourt, vous me parliez, là, c'est parce qu'on dit que le nombre de producteurs de lait, comme je disais, est en déclin. Puis par contre, la production laitière augmente, comme vous avez expliqué. Mais est-ce que c'est pour ça que on dit que depuis 2009, le nombre est passé de 146 à 132 en Abitibi-Témiscamingue, mais le nombre, est-ce qu'on peut dire le nombre de vaches est resté le même, sauf qu'on se regroupe un peu? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut dire ça? On se regroupe, ça fait que ça fait moins de fermes laitières, mais ça fait autant de vaches, si vous voulez, à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On peut dire ça en partie, mais c'est comme je vous dis aussi, il y a surtout le fait qu'il y a ça, c'est important, mais la production par vache elle a tendance à augmenter environ de 2 par année, à peu près, par vache. Ça veut dire qu'il y a de ça, il y a ce que vous dites, là, il y a de la consolidation au niveau des entreprises, mais il y a aussi le fait que chaque troupeau, les vaches sont plus productives d'année en année. C'est aussi un facteur important. C'est un facteur important. Moi, il y a une chose qu'il faut parler absolument, parce que les fameux quotas. C'est quoi un quota de lait? Expliquez-nous ça, parce que moi, là, à toutes les fois que je vois là, des personnes qui parlent, mais là, tel cultivateur, son quota a été atteint, il ne peut pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça, un quota? OK. Ça, il faut quasiment partir de l'origine des quotas pour le comprendre un peu, là. C'est qu'au début des années 70, là, il n'y avait pas de quotas dans le lait. Puis, comment je vous expliquerais bien ça? Le lait, il était comme dans d'autres pays présentement. C'est que le lait, il était produit, puis il y avait beaucoup de fluctuations dans la production. C'est-à-dire que à un moment donné, si le prix était moins bon un peu pour le lait, mais là, les gens, ils abandonnaient les affaires, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, si le prix, là, par le fait même, il y avait une remontée. Puis là, le prix du lait augmentait, puisqu'il y avait une remontée. Puis là, le monde, il se précipitait pour faire du lait. Fait qu'il y avait beaucoup de fluctuations au niveau de la production. Puis là, c'était onéreux pour le gouvernement fédéral aussi. À l'époque, si on se souvient, il y avait des subventions pour aider les producteurs à survivre, parce que c'était pas bien payant, cette histoire-là. Fait que là, finalement, on se regroupait, tous les producteurs de lait au Canada, on se regroupait sous des offices. Puis là, on a dit comment on adresse ce problème-là de fluctuation. Fait que là, on a dit, on va donner à chaque producteur, j'ai bien dit, on va donner à chaque producteur, à l'époque, un droit de produire qu'il va devoir respecter. Ça veut dire que là, ils ont appelé ça les quotas. Ça veut dire que moi, mettons, si je gardais 30 vaches à l'époque, j'avais un quota. La Commission canadienne du lait m'a donné un quota pour garder 30 vaches. Puis, ils ont fait ça à la grandeur du Canada. À partir de ce moment donné-là, il faut respecter notre quota. Donc, ça l'exclut des fluctuations. Ça donne une stabilité au marché. Vous comprenez? Ça veut dire que moi, là, il faut que je me restreigne à mon quota. Il faut que je produise, mais il faut que je le produise, mais je ne peux pas le dépasser. C'est sûr qu'il y a de la latitude, là. On peut, des fois, il y a des bad luck, la nature étant ce qu'elle est, là. Ça peut arriver qu'on ne le produise pas tout à fait, puis on peut le reprendre plus tard. C'est assez bien organisé. Les producteurs ils comprennent bien ce mécanisme-là, tout bien comme il faut. Mais si vous avez à le dépasser, vous ne pouvez pas le dépasser? On peut le dépasser jusqu'à une limite, on peut le dépasser, mais il faut revenir à l'intérieur de notre quota. On a un temps pour revenir à l'intérieur de notre quota. Mais aussi, ce qu'on peut faire, on peut en acheter du quota. Parce qu'il y a des ventes à l'enchère de quota à tous les mois. C'est centralisé au Québec. Il y a des ventes à tous. Les producteurs, ils ont jusqu'au 28 du mois pour faire une offre d'achat ou de vente. Puis c'est pour ça qu'on disait tantôt que ça se consolidait, la production. Là. Parce que les producteurs, en raison d'âge ou en raison de maladie ou peu importe, pas de relève, ils abandonnent la production, donc ils offrent à vendre le quota. C'est tout géré, c'est pas une vente à l'enchère, c'est un système qui est géré collectivement. On a mis un maximum sur le prix de ces quotas-là pour pas que les producteurs qui achètent, qui s'aillent dans la misère. Puis ça fonctionne. Les producteurs, je dirais, très, très, très majoritairement, sinon unanimement, je dirais même jusqu'à dire unanimement, sont très en faveur des quotas. Ils veulent pas se revenir en arrière. Comment on fait pour acheter un quota? Puis ça vaut comment, un quota? Ça vaut très cher. Oui. Ça vaut cher, mais quand même. Nous autres, au Québec, puis dans P5, le P5, c'est les 5 provinces de l'Est, c'est-à-dire c'est le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Québec et Ontario. Province maritime avec Québec, Ontario. Avec Québec, Ontario. Nous autres, on gère ça collectivement ensemble, les 5 provinces. Ça veut dire que nous autres, là, on a décidé de gérer le prix des quotas. Ça veut dire qu'on a déterminé un prix maximum.
Puis le prix maximum qu'on a déterminé, c'est 25 000 Présentement, il est un petit peu plus bas que ça parce qu'on a des marges. On pourrait qualifier que le quota se vend à peu près 22-23 000 du kilo-jour. OK. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, c'est à peu près la production d'une vache par année. Mais vous comprenez que le quota, un coup tu l'as pour toutes les années. C'est bon. C'est bon tant que tu le vends pas. Ah, OK. Mais ça, nous autres, on a fixé un prix maximum dans l'Est. Mais dans l'Ouest, les provinces, eux autres, ils n'ont pas cru bon de gérer un prix maximum sur le quota. Fait que le quota est vendu à l'enchère. OK. Puis, c'est là que vous pouvez aller acheter un quota. Non, nous autres, on ne peut pas l'acheter dans l'Ouest. Nous Alors, autres, juste les 5... entre nous autres. Ah, OK. Mais même pas nous autres. Nous autres, on peut acheter un quota d'un producteur du Québec. On ne peut pas acheter un quota d'ailleurs. On n'est pas rendu là. On a déjà été là, puis on est revenu. OK. Mais les provinces de l'Ouest, eux autres, au lieu du 22 ou 25 000 que vous parlez du kilo-jour tantôt, eux autres, ça peut varier entre 26 et 42, 43 000 du kilo-jour. C'est beaucoup plus onéreux. Mon Dieu Seigneur, je comprends. Qu'est-ce que le lait ici, le lait chez nous, il est vendu à qui? Il va où, le lait? Comme vous avez une ferme laitière, le lait, il vient le chercher avec des gros camions, mais il s'en va où? OK. Le lait, nous autres, comme je vous ai dit tantôt, on gère ça collectivement. Donc, tout le transport est fait collectif. Là, tout est bien organisé. Là. Okay. On paye tout le même prix pour le transport, peu importe où on se situe au Québec, même dans P5. N'importe quelle province de l'Est, on paye tout le même prix pour le transport du lait. Puis moi, là, je suis... Ça donne comme ça. Moi, j'habite à Sainte-Rose-de-Poulari. Mon lait, il est livré, je dirais, à 95 du temps à la fromagerie La Vache à Mayotte, à La Sarre. Eux autres, ils prennent à peu près la production d'environ 6 fermes comme la mienne. Ils transforment à peu près la production de 6 fermes comme la mienne. C'est quand même une bonne entreprise, La Vache à Mayotte. Ils font d'excellents produits, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Oui. Puis, excellent. Il y a une autre entreprise de transformation en fromage qui est située au Témiscamingue, la ferme, la fromagerie du village. Mais la majorité du lait est transformé chez Parmalat à Laverle-le-Cher. En terminant, une question, M. Rancourt. Les quotas pour les nouveaux joueurs, ça, c'est provincial, mais ça part d'ici. Oui. C'est ça? Oui. C'est quoi exactement? Ça, c'est que pour un jeune qui a pas de ferme en vue pour acheter, pour acquérir, c'est très difficile pour lui de démarrer justement à cause du prix du quota. Parce que lui, ça prend un plan d'affaires, puis il faut qu'il arrive. Fait qu'on a mis en place, ça fait déjà, je dirais, une dizaine d'années, on a mis en place un programme pour démarrer des nouvelles fermes, des fermes qui n'avaient pas de quota. C'est-à-dire c'est des jeunes qui sortent de l'Institut de technologie agricole ou ça peut être de Ville-Marie aussi. Là. Il y a un programme au secondaire là, pour former des producteurs. Puis ces jeunes-là, ça leur prend, il y a un paquet de critères, là. Mais s'ils tombent corrects là, par rapport aux critères, on leur fait un prêt de 12 kg/jour. En autant qu'ils n'arrêtent 12, ça donne un quota de 24 kg/jour. Puis là, ils n'ont juste 12 à payer. Là. Mais c'est sûr que le 12 kg qui est prêté, il faut qu'ils le remboursent selon un échéancier. Mais quand même, on est la région au Québec qui en a le plus bénéficié de ça. Et ça part d'ici? C'est nous autres qu'on a travaillé fort pour mettre ça en place. C'est sûr qu'on a fait ça avec nos confrères des autres régions. La base est ici. Oui, puis on a une quinzaine d'entreprises en Abitibi-Témiscamingue sur les 130 à peu près qui ont bénéficié de ce programme-là. Monsieur Rancourt, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis, continuez votre beau travail à la présidence des producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rancourt. Merci. Une courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Mon invité a rejoint la division québécoise du célèbre Ice Team. Alors, quelle est cette division et la division de quoi exactement? Il va nous en parler. On va démystifier ça avec mon invité. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le guide et pêcheur professionnel abitibien, M. Félix Goulet. Félix Goulet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Félix. C'est très gentil à vous. On va mettre deux choses au point. Oui. En commençant, qu'est-ce que le célèbre Ice Team et le Québec Clam Power Sticks Team? Bon. Je sais que les gens vont dire, bon, on est au Québec, c'est en anglais. Ouais. Bon, ça, on va démystifier ça un peu. C'est quoi exactement, Félix? L'équipe de pêche qui existe déjà aux États-Unis, le Ice Team, c'est une équipe qui regroupe les plus grands pêcheurs sur glace aux États-Unis. Plus particulièrement au Minnesota.
un État du nord des États-Unis où la pêche blanche est extrêmement populaire. Ça, c'est le Ice Team américain. Nous, le grand titre que vous avez dit en anglais, maintenant, on s'appelle l'équipe de pêche sous glace Clam. Voilà. Pourquoi Clam? D'où Clam vient? Oui. On l'a sous mon gilet. Okay. Clam, c'est une compagnie qui font des petits abris de pêche portative. Oui. Je suis certain que vous avez déjà vu ça sur nos plans d'eau. Puis on va en parler aussi parce que c'est vraiment... Ouais. Parce que on va parler, j'espère que le temps ne nous manquera pas, mais on va parler que la pêche sur la glace, là, c'est vraiment extraordinaire, mais il faut être bien équipé. Exactement, exactement. Donc, notre équipe au Québec, on s'est joint à la grande équipe américaine. C'est notre capitaine Guy Lafrenière qui a réussi à aller chercher la division québécoise. Okay. Présentement, on est 8 membres au Québec. On a des membres un petit peu partout au Québec. Moi, je suis en Abitibi. On a une membre de la jante féminine au Lac-Saint-Jean. Okay. Puis ensuite de ça, on a des membres en Estrie. On a des membres un petit peu partout sur le territoire québécois. Donc, on est comme un aile du grand Ice Team ici au Québec. Puis, vous êtes le seul en Abitibi ici. Oui, le seul, oui. Comment on fait pour être membre de ça? On a approché. Lorsque j'ai vu passer ça sur Facebook, j'avais déjà une couple d'amis qui avaient joint les rangs de l'équipe. J'ai fait une demande. J'ai dit, je crois bien que je peux apporter beaucoup à l'équipe avec mon expérience, avec ma notoriété. Donc, notre capitaine Guy a fait la demande au Grand Manitou aux États-Unis parce que on relève tout le temps Ça part de là. Oui, ça part tout de là. Bon. Ouais. Puis j'ai été accepté, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ice Team. Okay. Bon, on va en parler. Moi, il y a une chose que je me demande, puis je vous pose la question, c'est que pourquoi les gens sont-ils beaucoup plus portés à la pêche printanière qu'à la pêche hivernale? Ouais. Pourtant, c'est quand même intéressant d'aller à la pêche hivernale. C'est très intéressant. Puis c'est justement une de nos missions avec notre équipe de pêche sous glace, c'est de faire découvrir la pêche blanche sous une autre facette. Les gens, il y a beaucoup de pêche sur glace qui se fait. Il y a beaucoup de pêche sur glace qui se fait un petit peu sédentaire, on va dire. Okay. Les gens vont aller porter le cabane à pêche sur le lac, vont mettre ça sur des blocs. Ils vont passer probablement le restant de l'hiver là. Poisson, pas poisson, c'est pas grave. C'est beaucoup une activité sociale. On va là pour décrocher, on va là pour relaxer, prendre de l'air. Puis, et du poisson, c'est possible. Et du poisson, c'est possible. C'est pas primordial. Exactement. Puis c'est correct comme ça. Il y a des gens qui vont rester toujours avec cette idée-là en tête, puis c'est correct. Mais nous, dans l'équipe, notre mission, c'est d'apporter la pêche blanche sous une forme plus sportive, on va dire. OK. Souvent, je fais le comparatif l'été. L'été ou le printemps, comme vous disiez tantôt. On est dans notre bateau. On a notre appareil sonore dans notre bateau. On va arriver dans un secteur de pêche. On va pêcher un petit peu. Après une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de pêche, on n'a pas pris de poisson, on n'a pas vu de poisson sur notre sonore. Bien, souvent, on va changer d'endroit. Pourquoi qu'on ne le ferait pas l'hiver? Pourquoi qu'on n'aurait pas à peu près la même vision l'hiver? La même vision. Exactement. C'est juste une petite affaire plus, pas de trouble, mais avec une petite canne comme ça, on va en parler. Avec un sonore comme ça, on est capable de percer, arriver sur un secteur de pêche, percer plusieurs trous, puis se promener avec un mini ensemble de cannes à pêche d'été. Le moulinet par en dessous, hein? Oui, c'est vrai. Comme ça. OK. Ouais. Bon, ça, là, à 99,99999%, moi, je pensais qu'on savait de ça rien que durant l'été. Ouais. Pourtant, c'est super le fun de Puis prendre un poisson là-dessus. Ça, c'est une brimbelle pour aller à la pêche hivernale. C'est vraiment une canne pour, à même titre qu'on va pêcher à la dandinette l'été, oui. On va faire la même chose, mais l'hiver. Bon. En miniature. OK. L'avantage que ça nous donne, pêcher avec une canne comme ça, c'est qu'on va faire évoluer un leurre au-dessus du fond, ou peu importe dans la colonne d'eau. On va faire évoluer un leurre pour imiter un petit poisson qui est blessé ou qui... Puis, cet attirail-là, cette canne piston moulinet-là,
à peu près à toutes mes sorties de pêche, vont me faire prendre 9 poissons sur 10. Puis l'autre poisson, je vais le prendre sur mes lignes. Dormantes, les lignes Exactement. dormantes. OK. Les lignes mortes. Les lignes mortes. Bon. Moi, je sais, j'en ai fait beaucoup de pêche à la glace. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Saint-Trou. Puis là, on installait une petite brimbale là, en bois là, avec une croix, là, puis un petit moulinet là, qui s'en allait jusque-là. Ouais. On allait voir le fond de l'eau, puis là, on le relevait remontait un peu. 4, 5, 6 pouces du À fond. peu près. Bon, Exact. voilà. Comme ça, j'avais une bonne technique. Ouais. Puis, et puis là, bien, on mettait le petit drapeau comme ça. Puis là, on s'assoyait. Puis on attendait. Puis on attendait. Puis on prenait peut-être une petite bière en passant, mais en tout cas, ça, là, on le dit pas trop fort. Ouais. OK? Mais c'était ça. Ça, c'est toujours, il faut... Non, oui, hein, Oui, tout le temps. Exactement, exactement. À même titre que l'été, je reviens toujours avec l'été, mais à même titre que l'été, on va prendre cette petite canne-là, puis il y a une panoplie de leurres aujourd'hui sur le marché qui sont vraiment spécialisés pour la pêche blanche. Des cuillères, des petits poissons nageurs, des dandinettes qui sont faites spécialement pour pêcher sur la glace. Donc, on va, avec cet ensemble-là, pêcher avec ces leurres-là. Des fois, on va mettre un mené, une partie de mené, d'autres fois, on ne mettra même pas de mené. Du tout. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui... puis c'est un expert là, qui nous parle. Là. Vous dites que des fois, juste l'hameçon. Oui, là c'est juste un Moi, attache. je Mais oui, exactement. Une attache, mais Il y a juste l'hameçon. Oui, exactement. Il y a une série de leurres, il y a un type de leurre, une catégorie de leurres qui sont faites pour être dandinés sans y ajouter aucun appât naturel. Ça, est-ce que c'est uniquement pêche sur la glace, ça? Uniquement? Oui. Chez Marine Lemieux, où je travaille, là, je n'en vends ces petits ensembles-là pour les enfants aussi. Ah oui? Oui, les parents vont acheter une petite canne tout petite, oui. facile à manœuvrer pour pêcher dans le bateau l'été. Là, on va... Moi, il y a une chose. Un sonar. C'est ça? Oui. Bon. Ça, c'est un sonar qui est fait exactement pour pêcher sur la glace. Est-ce que, je ne sais pas si on pourrait le mettre ici, là, entre nos deux pour bien le montrer aux gens. Bon, voilà. Alors, moi, là, je pensais qu'un sonar, c'était uniquement dans un bateau, puis à pêche printanière, pêche d'été ou peu importe. En bateau. Tout sauf pêche à la glace. Sur la glace. Bon. Mais c'est pas ça. Non. Ça, là, même s'il y a, juste avec que vous l'expliquiez, là, même s'il y a 3 pieds de glace, 4 pieds de glace, ça n'a pas d'importance? Il faut faire un trou. On n'a pas le choix. Ah, il faut faire un trou. La sonde qui est ici en arrière. OK, oui. La sonde qui est ici en arrière, elle, on va l'envoyer dans le trou qu'on va percer. La première chose, c'est de percer des trous. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Il faut se rendre à l'eau, absolument. On n'a pas le choix. OK, c'est bon. En début de saison, quand il n'y a pas trop et pas de glace, on est capable de juste mettre la sonde, mouiller un petit peu de la glace, mettre la sonde dessus, mais c'est pas l'idéal. On va percer un trou. On va envoyer cette sonde-là dans le trou, au niveau de la glace, en dessous de la glace. OK. Pour avoir une bonne lecture. Ouais. Puis, comme on dit, ça fait le même travail l'hiver que l'été. Ouais. La différence entre un sonar d'hiver, le terme, c'est un sonar à cadran lumineux. Parce que le cadran qui est ici, là, il va apparaître toutes sortes de lumières là-dessus. La différence entre ça et un sonar à cristaux liquides, les sonars qu'on est habitué de voir dans nos bateaux avec l'image du fond, puis les petits poissons, puis tout ça. La différence, c'est que lui, les données qu'il reçoit, il va les présenter à l'écran brut. Les données, c'est direct, c'est une lecture qui est instantanée. On lâcherait une roche grosse comme ça dans le trou, en dessous de la sonde, puis on verrait la roche descendre jusqu'à temps qu'elle touche au fond sans jamais la manquer. Un sonar qu'on va servir durant la belle saison, durant l'été, cristaux liquides, l'appareil reçoit des informations grâce à la sonde. Il reçoit des informations, puis ils vont interpréter ces informations-là pour les présenter à l'écran, pour qu'on ait une vision 2D ou à ce temps, il y a du 3D, du fond au-dessus qu'on se situe. Donc, vu que l'appareil va interpréter ça, on va avoir un délai dans notre lecture. OK. Ouais. Ça, c'est comme je vous dis, à la seconde qu'un poisson qui apparaît sous nos pieds ou qui s'approche de notre leurre, on va le savoir tout de suite avec ça. Ce que ça va nous donner comme avantage aussi, c'est de connaître l'humeur des poissons. Parce que la pêche, c'est jamais... L'humeur des poissons. Ouais. Ah ben là, à tous les jours, la pêche, c'est différent à tous les jours, puis c'est le beau de ce sport-là, c'est de connaître l'humeur des poissons. Une journée, là,
les poissons embarquent pratiquement tout seuls sur la glace. Puis d'autres journées, là, on se pose la question, voyons, il y en a-tu des poissons, il y en a-tu pas? Avec ça, on le sait. Il y en a, il y en a pas. Deuxièmement, le poisson approche du leurre qu'on pêche. Il vient voir notre leurre. Il mord tout de suite. Bingo. On a la bonne présentation. Hop, il approche. De quoi, puis il s'en va. Puis il n'a pas mordu. Ah, pourquoi il n'a pas mordu? Bon, ben aujourd'hui, le poisson, il est quand même un petit peu plus lent. Il n'est pas assez agressif. Il n'a pas trop faim. Bon, ben, avec cette petite canne-là, je suis capable de changer mon leurre, de te présenter un autre leurre, un petit peu plus lentement. On va redescendre ça. Souvent, le poisson va revenir voir tout de suite. Parce qu'il ne se tient pas loin. Il ne se tient pas loin. OK. Fait que l'appareil va nous dire quand il y a un poisson, puis la réaction du poisson versus ce qu'on fait avec notre leurre. Parce que des fois, je vais garder le même leurre, mais je vais juste changer la façon de dandiner. Je vais faire relever mon leurre un petit peu. Les jeunes, ils aimeraient ça pêcher avec ça parce que c'est comme si on jouerait avec un jeu vidéo. Il y a des journées, là, c'est vraiment ça. Le poisson va arriver, là, puis on fait lever notre leurre tranquillement, pas vite. On voit monter notre leurre sur l'appareil. Là, puis le poisson, il suit en dessous. Puis là, ben, souvent, la réaction que le poisson a, son instinct lui dit « Hey, ton lunch s'en va, là. Ton repas s'en va, dépêche-toi, parce que sans ça, tu vas le chercher. » C'est ça. Puis souvent, c'est le moment qu'on fait réagir le poisson. Il reste très peu de temps. Ah, déjà? Ça passe tellement vite. Le coût d'un appareil de même. Ah, c'est à peu près comme ça joue de 300 à aller. C'est infini. Une chose, en terminant, que j'aimerais parler très vitement parce que le temps presse. Les gens disent, moi, la pêche sur la glace, je me dis, il faut faire des trous. C'est un beau sport. J'ai fait pendant des années, mais je pense que la condition essentielle, Félix, et vous allez être d'accord avec moi, c'est d'être bien habillé. Exactement. Bien habillé. Puis aujourd'hui, une autre mission de notre équipe, c'est de faire découvrir aux gens tous les équipements qui sont spécialisés pour ça. Les manteaux, les pantalons, aujourd'hui, sont vraiment construits pour ne pas avoir froid sur la glace. Les abris de pêche portative, Clam, ils font des abris de pêche portative avec une petite chaufferette. On est capable de pêcher à chaleur. Des sonars comme la compagnie Vexilar qui fait ces sonars-là, c'est des machines qui sont hyper perfectionnées pour pêcher sur la glace. Les petites cannes à dandiner, il y a toutes sortes de brimbales qui existent. Donc, c'est une pêche qu'il faut voir plus sportivement. Plus sportivement. Alors, pour ceux que ça intéresse. Peut-être faire juste une petite pub en passant. Là, tout ça, vous pouvez avoir ça oui. Marine Lémy. Mercredi, jeudi, vendredi, les gens peuvent venir me rencontrer. Puis, ça va me faire plaisir de les conseiller. Et vous serez certainement encore cette année au salon Camping Loisirs à la fin du mois d'avril. De Rouyn-Noranda. Fin du mois d'avril ou mai? Avril. Avril, OK. Ouais. Bon. Monsieur Goulet, merci infiniment. C'était vraiment extraordinaire. Puis on va vous réinviter parce que c'est vraiment passionnant. Et vous êtes un passionné. Ouais, on dit que vous êtes à peu près le seul gars nordique à être capable de parler de pêche sur la glace à moins 32 degrés le matin. Ouais. Puis moins 40. Puis moins 40. Merci beaucoup, Monsieur Goulet. Ça fait plaisir. Alors, merci. mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.